C'est bon? On y va? Aujourd'hui, je suis en studio avec J et M qui vont me raconter leur rencontre. Elle est belle l'histoire de votre rencontre, c'est la vôtre, elle est unique, elle n'appartient qu'à vous et vous allez la raconter à votre manière. C'est ce qui fait toute la saveur habituelle des épisodes de Crush. Ce qui est également beau et intriguant et plutôt étonnant pour Crush, J et M, c'est ce qui va se passer après votre rencontre. Vous allez vous aimer pendant plusieurs années, passionnément, tendrement, même sereinement, on peut dire. Et un jour, vous allez décider de partir en exploration. Une exploration que vous allez mener à deux, loin des codes du couple traditionnel, celui qui fait office de référence dans notre société, le couple fidèle et sexuellement exclusif. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on dit ? Exactement. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, ouais. Un jour, vous allez décider d'explorer l'infidélité des corps et de vous ouvrir au libertinage. C'est donc un vaste programme en perspective pour Crush pour cet épisode un peu spécial, parce que je dois vous le dire, je suis assez anxieuse d'aborder ce sujet avec vous, car je suis moi-même un pur produit de ce modèle sociétal, et je pense qu'on est nombreux à l'être, qui veut que nous fassions couple de façon romantique, fidèle et exclusive. Ça me fait peur, en même temps ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de savoir. Comme tout le monde, j'ai été et je suis confrontée à la question de la fidélité et de la jalousie au sein des couples que j'ai pu avoir et de mon couple aujourd'hui. Comme tout le monde, je me pose des questions du type « Est-ce que l'amour peut durer toute une vie ? Est-ce que je peux coucher avec une seule et même personne jusqu'à la fin de mes jours ? Est-ce vraiment réaliste ? Est-ce que je me trompe ? Est-ce que je devrais tenter d'autres choses ? Est-ce que je suis une mauvaise personne si j'ai envie d'aller voir ailleurs ? Etc. Tout ce genre de questions. Et je suis vraiment convaincue que mes auditeurs et mes auditrices sont dans le même cas que moi. Donc je suis très intriguée et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien ? On va très bien. Très bien, ouais. Merci. Alors avant de revenir au début de votre histoire, il y a un rituel très crushesque auquel vous allez devoir vous prêter. Si vous êtes prêts, j'aimerais s'il vous plaît que vous vous décriviez chacun votre tour. Vous décriviez vous-même en 5 hashtags. Est-ce que tu veux commencer, J ? Pour moi, c'est un exercice super difficile, mais je tente. Donc, je dirais hashtag épicurienne. Je pense que la recherche du plaisir dans le présent me définit avant toute chose. Le sexe en fait partie, mais il n'y a pas que ça. J'ai mis hashtag fragile en deuxième, en deuxième parce que je dirais que je suis une personne à fleur de peau, pas toujours sûre d'elle, etc. Et que c'est à la fois quelque chose que j'aimerais changer chez moi et de profondément définissant et dont j'ai appris à faire une force. Ensuite, je dirais hashtag volontaire parce que ça... Quand je veux obtenir quelque chose, j'essaye de l'avoir et ça compense ces problèmes de fragilité. Ok. En quatrième, je mettrais hashtag fiction parce que la narration, le récit sous toutes ses formes, c'est ma passion dans la vie. Le cinéma, la littérature, le podcast, ça me passionne. Génial. Et en dernier, je dirais hashtag intime ou intimité. J'aime explorer l'intimité des gens avec qui je communique, mes amis, même des gens moins proches, tout ce qui est de la psyché humaine, la psychanalyse, c'est aussi ce qui me passionne. Ok. J'ai envie de demander si M, est-ce que ces hashtags te paraissent cohérents ? Ils me paraissent tout à fait cohérents avec J. Et je me rends compte qu'elle a eu des hashtags bien moins futiles que les miens. J'étais justement en train de retaper un pour être un petit peu plus profond. Il triche. J'ai triché. Non, je triche. Je ne triche pas. Non, non, effectivement, j'avais un doute sur un, mais maintenant, ça confirme le fait qu'il fallait que je le remplace par un autre. Je trouve effectivement que ces hashtags sont très définissants de J. Et on se rejoint notamment sur la fiction. Moi, j'aimais un peu autre chose, mais l'envie d'écouter et d'écrire des histoires. Ok. Super. Est-ce que tu veux me donner tes hashtags ? Avec grand plaisir.
Donc le premier, j'ai mis hashtag pas de temps mort. C'est une très courte phrase que je me suis fait tatouer, mais aussi qui représente, je dirais, relativement bien mon état d'esprit, à savoir d'être, je l'espère, en mouvement perpétuel, que ce soit physique ou intellectuel, ou pourquoi pas émotionnel, d'être relativement agité. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui me correspond bien. Donc toujours en mouvement. Oui, oui. Et c'est assez récent. J'ai pas toujours été comme ça. Je pense que ça correspond aussi peut-être à des changements dans notre couple, mais je crois que j'aime être en mouvement. Ok. Ok. Hashtag cinéma, parce que c'est un médium que j'adore pour raconter des histoires et qui me fait voyager et qui me touche et me bouleverse profondément. Et, euh, et peut-être qu'un jour, on racontera notre histoire au cinéma. Génial. On ne sait pas. Ouais. Ah, il manque plein de représentations au cinéma. Je pense. Représentations amoureuses. Hashtag soleil, celle-ci, et celui-ci, il est un peu plus léger, mais je crois que j'aime l'été et j'aime tout ce qui peut se passer durant les chaudes soirées d'été. Et que un des trucs que je préfère dans ma vie, c'est lézarder au soleil. C'est bien ça. Hashtag... Et là, du coup, tout le monde t'imagine en maillot de bain, allongé sur une serviette sur la plage. Imaginez-moi en maillot de bain, en train de allongé sur une serviette. C'est plutôt une belle représentation de... C'est un peu contradictoire avec pas de temps mort, mais... Ouais. Pas faux. Pas faux. Qu'est-ce que Exact. tu fais quand tu es sur la plage? Eh ben, je m'ennuie rapidement. Voilà. Hashtag créatif, bon, sans paraître, sans vouloir être présomptueux. J'aime vraiment la création sous toutes ses formes, que ce soit l'écriture, mais c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, ou les arts visuels, ou la musique. C'est vraiment, je peux pas vivre sans art, et je pense intimement sans vouloir créer un peu quelque chose. Est-ce que c'est un élan puissant, voire incontrôlable? Quand tu es pris d'un élan créatif, est-ce que tu contrôles ou est-ce que tu dois créer tout de suite? Non, je dois créer tout de suite. C'est un peu des boulimies parfois de créer. Quand il s'agit de faire de la photo, c'est tout de suite. Mais c'est aussi par phase. Et il y a une part effectivement qui est conscientisée et l'autre non, pas du tout. Ok. Et mon petit dernier, hashtag pas du matin, parce que je milite pour que on rétablisse un peu les rendez-vous après-midi, parce que tout le monde n'est pas du matin, et parce que c'est terrible que de devoir se lever beaucoup trop tôt, alors que la nuit se passe des très belles choses, et que la vie mérite d'être vécue aussi la nuit, et pas que du matin. Ok, donc je ne peux pas te croiser le matin au but Chaumont quand je fais mon footing à 6h30. Impossible. Ok, je mens évidemment car je ne fais pas mon footing à 6h30. Mais Ou alors tu rentres d'une soirée. Tu es donc un oiseau de nuit. Très bien. Merci beaucoup. Ça nous permet de vous découvrir un peu plus et de voir aussi quel rapport vous avez avec vous-même et quel rapport vous avez au monde. Et c'est en ça que j'aime bien cette première question qui nous permet de découvrir les invités. Est-ce que maintenant on peut essayer de replonger il y a quelques années, au moment où vous allez vous rencontrer? Est-ce que vous pouvez me dire, chacun votre tour, en quelle année on est? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Quelle est votre vie? Qu'est-ce qui est important dans votre vie à ce moment-là? Est-ce que vous avez déjà eu des histoires d'amour importantes qui vous ont marqué? Est-ce que tu veux commencer, J? Ouais, avec plaisir. Moi, c'est ma passion de raconter nos débuts. Je m'en lasse pas. C'était en 2011. J'avais 21 ans et j'avais eu une relation importante de 6 ans avec un mec qui avait 18 ans de plus que moi. C'était pas une relation classique, c'était tout le temps on and off. Et je rêvais du grand amour romantique et j'aurais aimé avec cet homme-là, mais ça se faisait pas. Enfin, c'était quand même très difficile. Et j'étais en stage dans une grande entreprise dans le milieu artistique. Et j'étais encore en train d'essayer avec ce mec avec qui ça n'arrêtait pas de s'arrêter, de recommencer. Et à cette époque, on était
nombreux à être stagiaires dans le même espace et on s'entendait hyper bien entre nous. Et on s'entendait bien avec quelques personnes en CDI, dont M. Et c'était un été un peu particulier. Il y avait cette ambiance incroyable, hyper détendue, pas du tout studieuse. On jouait au Trivial Poursuite à midi. C'est bon ça. Ouais. Tranquille. C'était d'excellents souvenirs. Bon, moi, j'ai eu un coup de foudre absolu et total pour lui. Je l'ai trouvé tout de suite à mon goût. Pas spécialement physiquement, mais intellectuellement. C'était mon match. Je lui disais toujours, on est le perfect match. Ok. Et bref, il n'était pas disponible à l'époque. Donc moi, j'attendais patiemment qu'il me remarque. Je le regardais quand il sortait de l'ascenseur. Et voilà. Et il a attendu la fin de mon stage pour se laisser un peu charmer. Ok. Alors, quand tu dis que c'était ton perfect match intellectuellement, ça veut dire quoi? Pas que intellectuellement, émotionnellement. On avait les mêmes goûts pour le cinéma, le théâtre, la culture en général. Et tout était facile, les discussions, on se racontait plein de trucs et j'avais l'impression qu'on avait les mêmes valeurs. Je ne saurais pas dire lesquelles, même encore aujourd'hui, mais le sentiment que c'était comme un frère d'une autre mère. Enfin, Ok. cette proximité totale, le fait de se sentir jamais à côté quand on exprimait nos idées. Voilà, tout était simple. Ok. Et physiquement, tu disais? C'était pas mon genre, je le trouvais hyper mignon, mais ma représentation, enfin mon fantasme, c'était plutôt un mec hyper grand et Et très balèze. costaud. Et, Qui va à la salle le matin à 6h du mat. et comment dire, typé. Et bon, Ok. finalement, c'était un petit blanc. Bref, Ok, pas ça mon marche. type. Ok, super. Du coup, maintenant, on sait dans quelles circonstances on s'imagine un peu le décor. Em, est-ce que tu peux me raconter ta perception à toi et ta version de cette rencontre? Sûrement un peu différente de celle de J. Comme elle l'a dit, moi j'étais déjà en couple depuis 7 ans. J'avais eu plusieurs longues relations avant. Une de... Je ne me rappelle plus, je suis désolé, ça fait un peu de temps. En tout cas, j'étais en relation avec quelqu'un depuis 7 ans, quand j'ai rencontré J. Et, et je crois que cet été qu'elle décrit, on l'a tous un peu ressenti comme ça. Il y avait une espèce de parfum un peu de paresse et d'euphorie. Et on faisait étirer les verres le soir jusqu'à très très tard. Il y avait un petit café qui faisait l'angle en bas de la boîte dans laquelle on bossait. Et souvent c'était le rituel, il était vraiment juste en face de la sortie. Et on pouvait rester des heures et des heures. Les groupes se formaient, se déformaient. Et puis on est resté quelques fois avec J. Parce que je crois que ni l'un ni l'autre, on avait envie de rentrer chez soi. T'avais quel âge, toi, à ce moment-là? Je devais avoir 27 ou 28 ans. Ok. Donc, vous avez quelques années d'écart, quand même. Tout à fait. Ok, je vois bien ce genre de soirée. Est-ce que vous finissiez par payer en ticket resto les 200 balles de la note? Je pense qu'on faisait un petit mélange de notes de frais, de tickets resto, et peut-être qu'on se sauvait aussi sans payer. Ok, super. Comment vous allez briser la glace au point de devenir intime? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Ce que j'aime bien raconter, c'est que j'ai commencé à fumer pour l'approcher. Donc, comme il y avait les fumeurs descendaient à la pause et que ça me semblait le moment privilégié pour parler avec lui et être soit tous les deux, mais en tout cas en plus petit groupe, et ben j'ai commencé à fumer. Heureusement, j'ai arrêté depuis, mais c'est des moments incroyables qu'on a passés à la pause clope. Ok, t'avais vraiment envie de le séduire? Ouais, franchement, j'ai tout donné. T'as tout donné, oh là là. J'ai hâte de savoir. J'ai aussi souvenir de genre super belles discussions à la pause cigarette et autour de plein de trucs qu'on lisait ou qu'on écoutait. Et je m'en suis un peu voulu, moi, après, a posteriori, qu'elle se soit mise à cloper pour, Bah ouais, je comprends.
franchement. Pour venir me parler. Mais effectivement, je crois que la pause cigarette, on ne doit pas être les seuls à s'être rapprochés autour d'une pause clope, parce que c'est un peu un interstice dans la journée de travail qui n'est pas vraiment le travail et puis qui n'est pas non plus vraiment un moment personnel. Eh bien, pourtant, c'est une première fois dans Crush. Un crush à la pause clope. C'est la crush à la pause clope. Et M, toi, t'étais dans quel état d'esprit, étant donné que t'étais en couple? Enfin, t'étais déjà, je sais pas comment on dit, on peut dire très maqué. Très maqué. Comment tu voyais les choses? Moi, j'ai rencontré donc mon ex-copine assez jeune, puisque ça faisait entre 6 ou 7 ans qu'on était ensemble et j'avais 26 ou 28 ans. Donc, c'était mon premier amour avec qui j'avais déjà... je m'étais installé en couple déjà en appartement. On était jeunes, mais il y avait déjà un peu des projets. Et donc, je crois que vraiment les premiers... Enfin, je veux dire, elle m'a tout de suite marqué, J, parce qu'elle avait... elle amenait cet immense vent de fraîcheur et de surprise dans l'open space, qu'elle amenait aussi une espèce d'innocence, de candeur, un petit brin de folie. Mais je crois que moi, pendant très longtemps, à la fois je me suis interdit de la regarder ou même de la désirer, mais au-delà de ça, de penser même seulement que je pouvais l'intéresser, quoi. Ok. Voilà, je suis peut-être allé un peu trop en avant dans le sujet. Non, bah non, c'est très bien. Et il va y avoir un premier baiser ou une première attraction physique incontrôlable. Ouais, avant même qu'on s'embrasse, il y a eu énormément de flirts, beaucoup. Des échanges de regards à fond. Ouais. Et moi, après, quand je dis j'ai tout donné, je lui ai demandé de l'aide pour un sujet qui n'était pas... Bon, enfin, je me suis débrouillée pour avoir besoin de lui au travail et qui reste plus tard m'expliquer des trucs. Enfin, presque j'ai fait une énorme connerie au bureau pour qu'il puisse me sauver. Ok. Donc tu as frôlé le licenciement pour faute grave. Ah, je pense que j'ai pas été la meilleure stagiaire de l'histoire de cette société, il y a pas trop de doute. Et ce qui est marrant, c'est que je recroise donc cette personne qui était sa maître de stage à l'époque et elle me dit toujours c'est grâce à moi que vous vous êtes rencontrés, ce qui est un peu vrai. Bah oui. Donc on t'embrasse. Elle est fière. Mais elle dit aussi que j'étais une bonne stagiaire jusqu'au moment où je suis tombée amoureuse et qu'après elle m'a perdue. Et qu'après c'était la pire. Ok. Donc toi t'étais tombée amoureuse? Oui. Sans aucun doute. Dès le début, tu étais amoureuse. Ouais. Mes collègues me disaient il est maqué, il faut que tu sois bien sûr que c'est pas que pour une histoire d'une nuit et tout. Et je leur disais non, mais les filles, rassurez-vous, je ne ferai pas ça si c'était pas avec une certitude absolue. Et quand on s'est mariés, j'aurais dit bon, bah, vous voyez, les meufs, j'avais pas tort de me battre. Ok, donc toi, tu voyais les choses très claires, enfin, tu étais très clairvoyante. Qu'est-ce qui va se passer? Racontez-moi. Alors moi, c'était pas trop mon cas. Moi, j'ai été troublé très longtemps par J. Et je sais que j'étais extrêmement attiré physiquement par elle. Je l'avoue, je crois que c'est ça qui m'a un peu plongé dans ses bras. Au début, c'était une très forte attirance physique. J'aimerais dire que c'était un coup de cœur, mais c'était pas le cas. Un coup de foudre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on se tourne autour et qu'à un moment vient la fin du stage et donc elle doit partir et moi je reste et du coup comme toute bonne boîte il y a des pots de départ et on sait ce qui se passe pendant les pots de départ. Ça peut vite dégénérer et on s'est tous retrouvés un soir fin d'été peut-être, quelque chose comme ça dans Paris, pot de départ, bar un peu dansant. Et je vois que J et moi on se rapproche, mais à la fois il y a de la timidité. On est entouré des collègues. Je suis à l'époque encore extrêmement maqué. Et dans mon souvenir, elle décide. Qu'est-ce que tu veux raconter? Je décide de le rendre jaloux, donc je danse avec un mec complètement n'importe qui ressemblait à n'importe quoi. C'était juste pour qu'il se bouge. Et donc après, il s'est bougé, il est venu danser avec moi. Et je lui ai caressé le bras de manière assez explicite. Et après, il m'a raccompagnée à la fin de cette soirée, il m'a raccompagnée jusqu'à l'arrêt de bus, jusqu'à un arrêt de taxi.
Et là, en se séparant, j'avais très peur de me prendre un vent. Je pense que c'était imminent. Et du coup, je l'ai embrassé dans le cou pour éviter, pour que ce soit pas trop gênant. Et il s'est laissé faire. Donc après, je me suis dit qu'il y avait une ouverture. Et il y a eu effectivement un premier bisou, mais assez timide, et ce soir-là. Non, c'était que le cou. C'était que le coup. Et c'était moi qui t'embrassais et toi qui te laissais faire. Peut-être. Je peux te dire avec certitude. Vas-y, dis-le. Apparemment, il n'y avait pas la langue. Non. Il n'y avait pas la langue. Ok. Et Mais après, il y avait le consentement. absolument. Et après ce premier baiser dans le cou, Après ce premier baiser dans le cou, j'ai souvenir que j'étais un peu triste, le fait de ne plus la voir tous les jours, Ouais. et le fait de plus pouvoir partager des moments un peu, c'est ça, un peu in between, et des apéros qui s'éternisent, et du coup on est resté en contact. Je crois que tu partais toi tout de suite après à l'étranger. Est-ce que c'était J'allais à Berlin après. t'avais à Berlin après? Du coup on s'est pas mal écrit, et ensuite quand t'es revenu à Paris, on avait convenu de se voir pour faire une espèce de date qui n'en était pas un, puisque on savait pas vraiment ce qu'il y avait, ce que ça charriait derrière. Non, c'était plutôt un café entre anciens collègues. Ah, putain. Non, enfin, moi, c'était ça. C'était un café qui a duré 4 heures où on a fumé 150 clopes. Voilà. Et sur le chemin du retour, il y a eu le fameux vent qui était imminent dans l'épisode précédent. Il m'a dit je t'aime beaucoup, plein de compliments, mais ça va pas être possible parce que je crois vraiment à la fidélité et je suis. ça c'est Je pense intéressant. je pense que je peux faire marcher mon couple, donc c'est non. Et moi, dans ce non, je lisais un oui potentiel. Pourquoi? Bah, toujours cette évidence qu'on s'entendait si bien. Je voyais pas comment on pouvait s'entendre aussi bien avec plusieurs personnes. Pendant l'été, j'avais l'impression qu'il avait pas passé de super vacances. Donc bon, je me disais que c'était pas impossible. Tu sentais quelque chose? Ouais. Et c'était le cas, M? Oui, je pense que c'était le cas. Je pense que c'était le cas. Ok. J'ai souvenir que peut-être parce que j'avais J qui me traînait dans la tête, mais effectivement, j'étais rentré un peu moins épanoui. Mais pour autant, je m'interdisais aussi de tromper ma copine de l'époque, puisque j'étais vraiment assis sur ses valeurs de fidélité, et que on était encore un jeune couple, et que c'était sûrement une crise comme ça parmi tant d'autres qu'on allait devoir traverser dans la vie. Et donc, je me rappelle très bien t'avoir répondu ça, et peut-être même t'avoir écrit après en m'excusant, genre sorry, mais J'ai pas ce souvenir-là. Pour Ok. moi, c'était ferme et définitif. Et c'est juste 15 jours après, tu as changé d'avis ouais, et tu ok. m'as écrit sur Facebook. C'est vraiment dur. 3 petits points. Heureusement Donc, que tu es tu la l'es- garante de notre chronologie. Ah ouais, moi, je l'ai raconté 156 fois à mes amis, donc je l'ai bien en tête. Donc tu les conduis, et Mhm. 15 jours plus tard, les 3 petits points apparaissent sur Facebook. Des 3 petits points, c'est ça, ouais. La suspension apparaît sur Facebook. Je sais pas ce qui s'est produit dans ces 15 jours, le manque probablement, l'envie de la voir, l'envie d'être avec elle. Et j'ai du mal, enfin c'est assez dur à dire, mais j'ai du mal à retrouver mon état d'esprit de mon couple. Quel était l'état d'esprit de mon couple actuellement? Peut-être que j'ai un peu oublié cette partie. Mais je sais que j'avais une envie très très profonde de la revoir. Vous êtes revus après les points de suspension? Oui. Alors là, c'est là où je suis plus floue dans la chronologie, mais à partir du moment où j'ai reçu c'est vraiment dur, j'ai pensé qu'on allait aller là où je voulais aller, mais ça a mis du temps, finalement. Ça a mis du temps. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on aborde ce moment où ça a mis du temps, ou vous préférez qu'on postpone et qu'on aille tout de suite sur... Vous vous mettez ensemble? On peut se dire... M, si t'es à l'aise ou pas. C'est pas tant un sujet avec lequel je suis à l'aise, mais parce que je crois qu'il y a eu effectivement juxtaposition pendant quelques mois, mensonges, tromperies, qui ont mené à moi un état chez moi où j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Mais et ça a duré pendant grosso modo 1 an. Ouais. Voilà. Pendant grosso modo 1 an, il y a eu, parce que c'est très dur de quitter quelqu'un avec qui on a passé 6-7 ans,
qu'il y avait une différence d'âge qui a été pendant longtemps pour moi un frein qui m'effrayait et que c'était pas facile, mais je l'ai fait et je ne regrette pas le moins du monde. Et c'est une position qui est vraiment super hyper dure. Bancale. C'est une position de merde. C'est une position de merde, absolument. Mais tu ne regrettes pas d'avoir pris ce move? Je pense que c'est vraiment un move qu'on a fait à deux, puisque moi j'aurais pu baisser les bras, elle aurait pu baisser les bras. Je crois qu'on y croyait, on se disait que ça mènerait quelque part. Et donc flash forward, 1 an de on and off, d'engueulades, de réconciliation, de moments un peu étranges, d'appartements loués à droite, à gauche pour pouvoir faire un peu ses affaires, mettre un peu ses affaires au clair dans mon couple. On se retrouve ensemble dans un petit appartement que j'ai loué dans le centre de Paris. Ok. Vous vivez ensemble et là vous êtes vous repartez dans un modèle de couple traditionnel, habituel? Oui. Pendant 6 mois, je garde encore mon appartement et après, à mon retour d'Erasmus, il me propose d'emménager dans ce studio et oui, on est en couple complètement exclusif à l'époque. Et vous allez vous marier longtemps après? Oui. Ouais, au moins 6 ou 7 ans. Ah ok. Après. Ok, d'accord. Donc, au moins. Vous vivez ensemble pendant 6 ou 7 ans. Ouais. En couple, on va dire, hétéro, normal. Tout à fait. Fidèle, sur la base de ces valeurs-là. Ouais. Vous vous mariez? Non, on commence à ouvrir un tout petit peu avant le mariage. On fait un plan A3. Absolument, oui, tout à fait. Non, on a commencé à ouvrir avant. Non, mais oui, la chronologie, absolument. Non, on a commencé à ouvrir complètement avant, 2 ans. Au moins 2 ans avant. Ouais. Au moins 2 ans avant qu'on se marie. Donc, comment ça arrive, ça, ce sujet-là, cette envie-là, et comment on arrive à en parler? Comment vous arrivez à mettre le sujet sur le tapis? C'est plus facile parce que c'est venu de moi la toute première fois, sur la toute première ouverture, c'est que j'avais envie d'essayer une relation avec une femme, enfin une relation, j'avais envie d'un plan à 3, oui, parce que c'était pas un fantasme d'être seule avec une femme, mais j'avais vraiment envie d'essayer ça. Et ça, en général, je pense qu'il n'y a pas trop d'hommes qui sont difficiles à convaincre pour ce... Tu crois? J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont OK. Tu crois? Mais, ouais, vraiment? Non, pas je sais pas, je me pose la question. Si, oui, je dirais une majorité, plus de 50%. Est-ce que j'ai l'air d'une conne si je dis non, pas mon mec? Pas ton mec, c'est sûr. Il ne veut pas. Il détesterait. À mon avis, il va ne lui propose pas. Hein. Ok, bon, passons. Donc cette expérience-là, elle se passe globalement bien. On rencontre quelqu'un sur Tinder ou Thrinder, non je ne sais plus quel était le nom de l'app, mais c'était ça. Et c'est une femme un peu plus âgée, beaucoup, au moins 10-15 ans de plus que moi, qu'on rencontre, qui me plaît beaucoup physiquement, mais quelque chose dans son caractère fait que je sais que il n'y aura pas de relation entre elle et M. Okay. Je ne les sens pas le perfect match, mais très loin de là. Je pense qu'elle peut l'attirer vraiment physiquement, mais je ne me dis pas je vais me faire quitter pour cette fille-là. Et je pense que c'est hyper libérateur pour moi pour l'inviter chez nous après ce verre. C'est que je me dis ça va être super, on va la désirer et tout, mais il ne va pas forcément avoir envie d'en faire la nouvelle femme de sa vie. Ok. Toi, c'était un désir purement physique, sexuel? Oui. Et toi, parce qu'on dit quel homme refuserait, mais toi, comment tu abordes la situation? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Non, je crois si tu te remets dans le personnage du mec qui est en couple, tu vois? Je ne sais plus à tel point si c'est moi qui t'ai proposé initialement. C'est sûr que c'est moi. C'est toi qui m'as proposé initialement. J'ai souvenir qu'elle me parlait, elle, d'une exploration qu'elle avait envie d'avoir et qu'elle ne pouvait pas avoir avec moi, qui était celle de découvrir avec une fille. Et donc, moi, à part, l'encourager, l'accompagner, en fait, j'ai pas tant de mots à dire puisque c'est vraiment son jardin, son développement. Et je pense qu'effectivement, j'ai grandi avec le porno et le fantasme du plan
avec deux nanas, c'est, je pense, c'était mon fantasme numéro 1. C'est encore et toujours, à mon avis, celui de la plupart de mes amis. C'est le fantasme qui revient. Mais pas ton Pas mec, ton j'en mec, suis non. sûr, il me l'a dit. Ça revient très très souvent, peut-être maintenant, je sais pas si c'est encore le fantasme le plus fréquent chez tous les mecs, mais du coup, j'étais, je crois, D'accord. hyper enthousiaste, d'accord, mais aussi T'avais pas hyper peur? flippé. Ouais. Hyper flippé, ouais. T'avais peur de quoi? J'avais peur, j'avais mille peurs, la peur de... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai le droit d'intervenir? Qu'est-ce qui est ok? Qu'est-ce que ça va provoquer chez moi de voir ma nana dans les bras d'une autre? Est-ce que je vais être jaloux? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais me dégoûter? Est-ce qu'elle va me dégoûter? Enfin, c'est toutes les questions qui peuvent vous traverser. Donc, et puis, moi, j'avais un truc, une espèce de peur sourde, quoi, qui me montait dans le ventre avant d'y aller. Ça, je me rappelle très bien ce sentiment. Ah, ok. Et je me souviens que tu tremblais pendant Pendant le moment, ouais. Ah. Mm. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'était une première expérience. Ouais. C'est un bon souvenir ou pas? C'est un excellent souvenir. Pour moi, c'est un bon souvenir, mais j'ai pas participé. Et j'ai... Non, je dirais pas ça. J'ai peu participé. En plus, après tout ce qu'on a vécu après, dire que parce qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a Non, pas de participation, je trouve ça un peu c'est même douteux. Je crois que c'est parce que j'ai senti qu'elle était extrêmement attirée par J et que moi, mon rôle, c'était de rester en retrait. Et je me rappelle lui avoir demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et comprendre dans ses mots, dans ses gestes, que mon champ d'action était très limité puisque c'était autour de J que tournerait un peu cette découverte, et parfait. Parfait. Donc c'était très bien. Ok. Est-ce qu'après cette première expérience, je fais ok, ouais, bon, ok les gars, enfin bon. Après cette première expérience, c'est une porte qui est ouverte et que vous allez laisser ouverte, ou c'était une parenthèse? Pas tant que ça, en tout cas, on s'y est pas remis rapidement après. On l'a fait, on sait que ça nous intéresse, que ça se passe bien, mais c'était quand même pas neutre, donc on y allait très doucement. Je pense qu'il s'est rien passé pendant 1 ou 2 ans après cette fois-là. Ok, quand tu dis c'était pas neutre? Ouais. À l'époque, c'était émotionnellement bouleversant de s'accorder ça. Moi, j'avais pas eu la révélation que j'attendais par rapport à mon éventuelle bisexualité. J'avais trouvé très agréable qu'on s'occupe de moi, mais j'avais pas été très à l'aise à l'inverse. Donc voilà, c'était pas une urgence de renouveler l'expérience. Okay. Donc pour toi, c'était pas une révélation, c'était pas waouh quoi. Non, je l'ai eu plus tard avec d'autres gens, et donc j'ai vu que ça dépendait de l'individu et que c'était pas une question d'orientation sexuelle. Mais à ce moment-là, je me suis dit, parce qu'en fait, j'avais eu une expérience homosexuelle au collège, et avec une amie, ce genre d'amitié amoureuse un peu, là, qui avait été poussée un peu loin. Et je m'attendais à revivre la même excitation, et là, avec cette femme, c'était sympa, mais ça s'est arrêté là. Quoi. Ok. Donc vous poursuivez normal. Normal. Tout à fait normal. Jusqu'au mariage? Non. Non. Le club libertin, le club, c'est moi qui l'ai mis sur la table. Ça me... Pardon. Non, vas-y. Je pense que ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et ça s'est passé vraiment, mais sans préambule, sans rien. Un soir, on s'est dit, j'en ai envie, t'en as envie, viens, on essaye, go, on y est, qu'est-ce qui se passe? Et après, on s'est un peu laissé... Ok, ça c'est l'épisode 1 de À nos amis, à nos amants. Exactement. Ouais. Je vais préciser aux auditeurs, donc J et M ont écrit un podcast, une série de 6 épisodes sur leur expérience et sur l'ouverture de leur couple au libertinage. C'est un podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est un journal intime où vous racontez tout votre cheminement, toute votre expérience, tout votre cheminement. Moi, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça assez dingue. J'ai trouvé ça assez bouleversant. Et donc, cette première expérience en club de libertinage, c'est comme ça qu'on dit, c'est l'épisode 1. Revenons sur cette soirée au club.
c'est marrant, je me souviens mieux de notre rencontre il y a 13 ans, que 12-13 ans, que d'une soirée il y a 4 ans. Mais... On n'accorde pas la même importance. Oui. Pourquoi toi, ça te trottait dans la tête alors que tu étais plutôt, si je comprends bien, un peu frileux Absolument, Ouais. absolument. Je me suis jamais vu comme on avait une très belle sexualité, libre, curieuse. On était, je pense aussi un peu explorateur. On en parlait aussi très librement. Je crois que le premier, ce qui a mis un peu la première étincelle, c'était aussi qu'on avait un franc-parler, je crois, sur nos envies, nos désirs. Rapidement, on s'est dit, c'est quoi tes fantasmes, sachant qu'elle venait elle d'explorer ce côté, d'explorer sa bicuriosité ou bisexualité, je sais pas comment. C'est bien, bicuriosité. Bicuriosité. J'ai jamais entendu. Peut-être qu'elle s'est retournée vers moi, puis elle m'a dit, et toi, qu'est-ce qui te tenterait? Puis au bout d'un moment, j'ai dû mettre ce sujet sur la table, mais encore parce que j'avais ce profond désir que de la voir prendre du plaisir avec quelqu'un, mais sans avoir trop le cadre ni les modalités. Il y avait quelque chose du fait de la savoir désirer par quelqu'un ou par quelqu'une. Je pensais que ça me provoquerait du plaisir. Voilà. Mais c'est très dur à savoir la matrice de ça, quoi. D'où ça vient. D'où vient ce fantasme. Okay. Est-ce que tu penses, tu disais que tu regardais du porno quand tu étais jeune? Enfin, t'as comme, été... Ouais, on va dire... Pas comme ton mec. Non, évidemment. Non, les gars, on peut pas dire ça. Excusez-moi, mais... évidemment. Sais pas d'ailleurs. Hein. Une vierge descendue du ciel. Je sais pas qui on est en train de dépeindre. Cet homme est irréel. Donc, tu regardais du porno. Est-ce que ça vient de là? Peut-être. Enfin, je pense que comme beaucoup de jeunes de mon âge, la plupart des fantasmes sont nourris par la découverte de films pornographiques des années 90 pour moi. Et donc, c'est pas anodin que beaucoup d'hommes de ma génération ont les mêmes fantasmes. C'est parce qu'on a été nourris par les mêmes images. On a été imprégné des mêmes codes. Et c'est pour ça que je pense une des premières positions qu'on a voulu faire, c'était la levrette, parce qu'on avait tellement vu ça dans les pornos, ça semblait l'absolue banalité, normalité, que de commencer par une levrette et de finir dans la bouche. Et c'est un truc, si je peux faire une parenthèse, la première fois que j'ai couché avec une fille, et j'ai tout de suite compris que c'était pas ça en fait, et qu'il fallait à tout prix freiner des cas de fer et repenser un peu... repenser la façon dont on faisait l'amour, parce qu'on allait droit dans le mur, quoi. Bref, et je pense que ces fantasmes sont... du moins, quand on a 16 ans, c'est peut-être pas par quoi il faut entamer sa vie sexuelle. Il y a aussi d'autres façons. Bref, faut-il que probablement que ces fantasmes de club, avec ce que ça charrie de porno chic, d'élégance, de pointe de BDSM, de soumission, tout ça vient probablement des films d'Orcel des années 1990. Toute cette imagerie. Et donc un soir, prenez l'apéro, tranquille, tous les deux. Absolument. Et puis vous dites, tiens. Et on se dit, tiens. Attendez, on a oublié un truc. Vous vous mariez? Oui. Non, on se marie après la première soirée. Après. On reviendra sur le mariage après alors. Ok. Parce que c'est quand même une institution de mariage. Donc, on pourra en parler. Oui, donc l'apéro. Tiens, si on se faisait un club. Ouais. On est à Paris un week-end et on loupe un train, réellement, comme on l'explique dans le podcast. On n'a rien de prévu. Et l'idée, elle pop comme ça dans la tête. Et je ne sais pas comment, mais on se retrouve devant. On est devant. Ok. Un peu comme quand vous êtes sur un tapis roulant. On est devant un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on se dit oui et le moment où on est devant. On est devant, on est paniqué, apeuré. On pense aussi 8 fois à renoncer, à repartir, et on observe comme ça, on est dans la rue, on fait des allers-retours dans la rue, et puis finalement, on se lance par goût de l'aventure, quoi. On se dit au pire c'est nul, on ressort. Ok. Est-ce qu'il y a un dress code pour aller dans ces endroits-là? Oui, en tout cas à Paris, c'est hyper habillé. Les hommes doivent avoir des chaussures, un costume. Costume sombre ou pantalon sombre. Et les femmes, truc pas très 2024, talons obligatoires et jupe. Donc c'est le dress code. Je pense pas qu'on n'a pas essayé tous les clubs libertins de Paris, mais la plupart des clubs, c'est ça. Et là, vous étiez en tenue? Ouais. Donc vous aviez quand même anticipé. Oui, bien absolument. sûr. Ok. Et vous rentrez? Et on rentre, C'était un club qui était exclusivement réservé aux couples. Il y en a quelques-uns.
Et ça nous semblait mieux pour commencer, le fait de se dire qu'il n'y aurait pas d'hommes seuls et que c'était plus rassurant. Ok. Un club exclusivement réservé au couple. Et c'est un club où vous pouvez porter un masque. On vous donne un masque à l'entrée. Donc ça garantit votre anonymat. Et c'est deux choses qui sont très rassurantes pour la plupart des gens qui commencent le libertinage. C'est est-ce que je vais rester anonyme et est-ce que je vais subir aussi, pourquoi pas, des assauts de mecs extérieurs à... Vous pensez le libertinage pour les nuls. Ouais. Tips numéro 1. Tips numéro 1. Le masque. Le masque, c'est possible, vous pouvez rester anonyme. Pardon. Ok. Si je rigole nerveusement, c'est... Si je rigole trop, c'est nerveux. Ok. Le masque. Et vous y allez, donc vous poussez la porte et vous rentrez. Est-ce que vous découvrez vous paraît comment? Ça vous plaît? C'est bizarre? Moi, ce que je vois esthétiquement me plaît pas forcément. C'est vrai que tout cet attirail, cette féminité un peu outrée, ça, c'est pas forcément ce qui me plaît de prime abord. Mais on a l'air tellement gênés, mal à l'aise, etc., qu'il y a plein de gens qui viennent nous parler, qui ont identifié qu'on était des débutants et qui viennent nous dire tout le bien qui pensent du libertinage, de comment ça se passe, qu'on est obligé de rien, que tout est cool, enfin, un peu le monde des bisounours. Donc ça nous détend complètement. Et un verre après l'autre, on se détend vraiment, vraiment. Et on embrasse et on fait des préliminaires avec plusieurs couples dans une sorte de micmac de corps où on ne sait pas très bien à qui on embrasse, ce qui se passe, mais ça nous excite. La situation est hyper excitante. Donc finalement, je me laisse bien aller. Ok. Et toi, M aussi? Un peu le même ressenti sur la découverte de se dire que c'est pas exactement notre érotisme, mais je crois qu'on se laisse aller. Et puis, enfin, moi, je découvre une communauté un peu hyper bienveillante, hyper chaleureuse, accueillante. En vrai, j'ai toujours un désir très fort de faire un peu partie d'une communauté. Et je me suis retrouvé dans certains plaisirs un peu hédoniste, de jouisseur, et il y a quelque chose qui m'a réellement attiré, peut-être plus tardivement, mais une profonde attirance pour la communauté libertine en elle-même. Et après, la soirée, c'était un peu brouillon, un peu maladroit, mais on ressort exalté. Ok. Ouais. Exalté. Exalté. Et avec une envie folle de recommencer, je crois. D'accord. Question technique. Quand on dit libertinage, échangisme, le club, quand vous êtes... C'est pas les Si, c'est pareil, libertinage et échangisme. L'échangisme, c'est une des pratiques, il y en a plein. Ouais. On l'explique un petit peu dans le deuxième épisode. Commune, c'est celle quand les gens parlent de libertin, ils pensent souvent aux échangistes, c'est-à-dire vous échangez des partenaires, mais c'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez être ce qu'on appelle côte-à-côtiste. Donc vous faites l'amour à côté d'un autre couple mais sans se toucher. Voilà. Mélangiste, vous faites des préliminaires. Il n'y a pas de pénétration en dehors du couple. Et ensuite, le stade avancé quand même, parce qu'il y a plein de libertins qui ne sont pas échangistes, c'est vraiment vous échangez votre partenaire. Donc vous pouvez être pénétré par l'autre partenaire et inversement. Bref, mais personne ne se balade avec une étiquette. Je suis côte-à-côtiste. Un truc sur le front. Ça pourrait parfois aider, tu vois. On s'en rend compte dans les gestes. Et... Ouais. Ok. Donc après cette expérience-là, vous êtes exalté, comme vous le dites. Est-ce que, de ce fait, vous vous dites... ça peut devenir notre règle, notre réalité, notre façon de faire, enfin ce qu'on invente nous. Je sais pas si c'est immédiat, mais quasi, ouais, quand même, c'est une sorte d'évidence. Toi, tu me dis, je crois qu'on est libertin en 2 secondes. Et moi, vraiment, j'ai aucune objection à avoir une envie assez forte de recommencer. Donc, oui, on se dit un peu que c'est la pierre philosophale du couple, que d'avoir accès à d'autres corps, du désir d'autres personnes, tout en étant dans le cocon rassurant de notre couple, que c'est comme ça qu'on peut avancer longtemps ensemble dans la vie. Ok. Est-ce que ça veut dire que
dans votre conception du couple, il y avait cette peur de je suis en couple, je suis mariée ou pas, je ne vais plus jamais coucher qu'avec un homme ou qu'avec une femme, et ça vous fait peur et vous y croyez pas. Est-ce que l'envie d'aller explorer ça, d'aller tester ça, ça vient un peu de cette peur de ce couple qui dure pas s'il est monogame? Moi, je crois que ce qui m'a attiré, moi, avant tout au début dans le libertinage, c'est l'aspect aussi un peu exploration à deux, ludique, joyeux. Mais t'avais aucune peur que je Mais te sois pas j'avais fidèle ou aucune de peur. pas être Je crois que fidèle? j'étais pas arrivé à un stade de notre mariage entre très guillemets ou de notre union où je commençais à me dire ah j'ai trop envie de coucher avec d'autres nanas. Ça m'avait sûrement traversé l'esprit, mais je Ouais. ressentais pas de frustration, de manque. J'étais pas appelé par l'infidélité ni l'adultère. Alors que moi, si, je pense qu'au bout, les premières années, j'ai vraiment pas regardé un seul autre mec. C'était la seule personne séduisante de tout mon univers. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'ai du désir pour ce mec à la danse ou je sais pas. Euh, et de me dire, mais pourtant, je suis toujours aussi amoureuse de M, mais je désire un autre mec. Et donc, tout ça, ça me travaillait quand même quand on a commencé le libertinage. Ouais. Ok. Et vous allez explorer, après ça, vous allez explorer plein d'autres façons aussi d'être non exclusif. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur d'autres expériences tentatives que vous avez faites? Rapidement, le club avec tout son attirail fétichiste et tout, ça nous convenait plus. Ouais. Et aussi le fait que les rencontres sont quand même très rapides, il n'y a pas beaucoup de séduction, c'est des échanges de regards, un petit verre et Hop. hop. Et nous, on avait envie qu'il y ait vraiment de plus d'affinité avec les gens avec qui on couchait. Et donc, on se met sur un site et on découvre à notre plus grande surprise qu'il y a plein de profils qui nous ressemblent, de gens qui sont pas justement dans ce truc, moi, qui me dérange esthétiquement de se saucissonner, les barésies, l'attirail un peu fétichiste au BDSM, mais qui ont envie de mettre un jean et des baskets et quand même coucher avec d'autres gens. On découvre qu'il y a beaucoup de couples qui ont à peu près notre tranche d'âge et qui pourraient être nos amis en fait dans la vraie vie non libertine. Et c'est un peu la surprise. Et on fait une première rencontre qui se passe hyper bien. Et ensuite, on rencontrera plusieurs couples, mais toujours un peu dans des styles à la fois très différents et à la fois assez proches du nôtre. Jusqu'à ce qu'on mette un peu un frein à un moment à ces rencontres à 4. Et attends. On peut dire que ça a représenté une bonne partie de notre vie libertine, ces rencontres avec d'autres couples. Seulement, comme on voit que ça se passe tellement bien, il n'y a pas de jalousie. Enfin, il y a eu quelques épisodes où j'ai pas trop apprécié une chose, ou toi aussi, je sais pas si c'est que dans un sens. Mais comme on en parle après et que on comprend ce qui s'est passé, on se sent tellement en confiance. On voit que ça n'impacte pas le couple que en bien. Enfin, on a encore plus de désir l'un pour l'autre. On repart avec des images hyper érotiques qui nous nourrissent pendant des semaines. On le fait pas forcément souvent, mais quand on rencontre un couple après, ça nous occupe, quoi. Et donc cette confiance fait que un jour, j'ai un désir pour un mec et je me dis, lui, c'est sûr, il va pas vouloir un plan à 3 ou à 4. Parce que Qu'est-ce que c'est que cette intuition? Je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a un radar gens ouverts ou gens en couple exclusif. Non? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai su que ce mec... Je pense que tu savais, tu ressentais que il était plutôt dans un modèle, lui, probablement de couple exclusif. Ouais, et j'avais raison. Après, qu'il était lui en couple fermé, okay. et que éventuellement une liaison extra-conjugale l'intéresserait, mais moins de partager. Et puis comme c'était un commerçant voisin, si ça se passait mal avec M, c'est l'épicier sexy. C'est le fromage et sexy. Et donc oui, je pressentais que ça allait pas passer.
Donc j'ai demandé à M l'autorisation de coucher avec lui sans lui. Ok. Et au début, c'était un no-go et après, il m'a dit oui. Ok, mais ça, c'est une autre étape, du coup. Ouais, beaucoup. C'est-à-dire que vous partagez pas le délire Non, et que c'est chacun de son côté. exact. Ouais. Donc alors là, il y a la grosse question de comment on fait confiance à l'autre. Parce que comme on avait déjà fait à peu près 3 ans de libertinage en rencontrant des couples, on savait que il était plus tant question de la confiance, on savait que l'autre allait pas partir avec le premier venu, puisqu'en fait ça ne s'était pas passé pendant nos rapports avec d'autres gens. Je suis pas tombé amoureux d'une fille qu'on aurait rencontrée comme ça à 4, elle n'avait pas voulu partir avec un mec qu'on aurait rencontré, donc on savait, et puis on se posait, on savait aussi un peu en notre fort intérieur que libertinage ou pas, et couple exclusif ou pas, si demain elle rencontre quelqu'un et que ça l'empêchera pas d'être attirée ou de tomber amoureuse, le fait qu'elle est mongo, le fait qu'on soit libertin ou pas. Du coup, on était un peu confiant, on sentait que notre couple était suffisamment solide, éprouvé, ancré dans le temps, qu'il y avait eu tellement de discussions en préambule sur la forteresse un peu de notre amour et je dis ça maintenant même si je me rappelle qu'au début j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée qu'elle couche avec cet homme sans moi. Mais c'est au bout d'un moment là, j'ai retrouvé un peu la raison. En tout cas, Ok. on a accepté du moins de formaliser l'ouverture du couple et donc nous autorisant à avoir d'autres partenaires sexuels en dehors de nous, quoi, du coup. Parce que elle a fait une rencontre et que moi en parallèle j'avais quelqu'un en tête et que ça coïncidait, mais peut-être que ça ne se serait pas fait si moi j'étais allé la voir en lui disant j'ai cette fille qui m'intéresse, j'ai très envie de coucher avec, elle me plaît beaucoup. Enfin, il y a une espèce d'alignement des planètes, Ok. C'était d'alchimie la qui s'est faite. simultanéité de nos désirs pour d'autres personnes qui ont fait qu'on a pu ouvrir l'un sans l'autre. Voilà, assez Ok. sereinement. Ok. Donc là, pour moi, c'est carrément inconcevable. Comment vous faites? Non, mais c'est vrai, c'est... Moi, dans ce cas-là, j'ai l'imaginaire qui fonctionne. Alors, et du coup, je l'imagine lui avec quelqu'un d'autre. Mhm. Et c'est assez insupportable. Mhm. Pourtant, je suis pas la pire. Je pense Mhm. qu'il y a bien pire que moi. Lui, en premier lieu. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez eu toutes ces expériences avant? Probablement. Ouais. Ouais. C'est sûr. Il faut vraiment voir ça, je pense, comme un cheminement de longue haleine, de Non, longue durée, progressif. progressif. Ne pas se lancer dans Tout le de suite, couple ouvert direct. Ouais. Il de n'y a but en pas blanc. de... C'est ça. Et après, il faut dire qu'on est tous les deux, on a la chance, parce que je pense qu'être jaloux, c'est un peu pour soi-même un enfer. On est tous les deux à des bas niveaux de jalousie de base, chacun dans nos précédentes relations, etc. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve pas ce sentiment du tout, que ça nous arrive jamais. C'est juste qu'on a acquis la conviction que tout ce qu'on a dans le couple, ça dépasse largement les histoires de sexe ou même les coups de cœur qu'on peut avoir pour d'autres. C'est un quotidien qui marche à l'épreuve de 12-13 ans, l'envie de se retrouver, quand il part en voyage, je suis trop contente de le revoir, des choses qui nous donnent la certitude que c'est pas parce que il se passe quelque chose de fort avec quelqu'un d'autre que avec moi ça va être moins fort. Au contraire, j'ai l'impression que il m'est reconnaissant de lui donner cette liberté et moi je lui suis reconnaissante d'avoir le droit de vivre mes désirs jusqu'au bout. Mais par contre, c'est avec lui que j'ai envie de faire toute ma vie, de partager les galères et les grands projets. J'ai 1 million de questions, je sais pas comment les sélectionner. Je m'attendais pas à arriver là. En fait, j'ai 1 million de questions. Comment il n'y a jamais un moment où il y en a un des deux qui s'est dit ça va trop loin, où je suis en train de le perdre, où je sens que potentiellement on passe un cap qui n'est pas forcément solide, sain, qu'il y a quelque chose qui déconne? Si. Ouais, on ça se nous le dit de temps en temps. On se le dit de temps en temps, ça nous est arrivé. Ouais. Notamment au début, quand on rencontre quelqu'un de nouveau avec qui il y a un peu plus que du feeling sexuel. Il y a ce truc des papillons dans le ventre, de tous les symptômes des débuts, où on se dit forcément, waouh,
comment dire, qu'est-ce que ce serait la relation avec cette personne. Et tu peux d'ailleurs te poser cette question sans avoir couché avec cette personne. Ouais. Et c'est en ça qu'on s'est dit, à un moment, J, elle dit dans le podcast quelque chose qui est très vrai, c'est j'ai envie d'éteindre ces fantasmes en les faisant brûler. Et c'est vrai que pour beaucoup, le fait de vivre le fantasme désamorce aussi le danger, puisqu'on peut être amené à fantasmer, à Complètement. construire une relation à partir rien. d'un désir très fort. Mais est-ce que c'est un désir Avec purement le fromager, physique ? j'avais une obsession érotique qui m'a... Tu cristallisais à mort. Total. Ça l'a vexé M quand je lui ai dit à quel point il m'occupait l'esprit. C'était jour et nuit. Comment je vais réussir à coucher avec ça? C'est vrai, toute ton énergie Toute mon énergie tournée comment je vais coucher avec lui. Et une fois que j'ai couché quelques fois avec lui, j'étais là, c'est... Okay. Pourquoi j'ai perdu tant de temps un peu. Et Okay. du coup, je pars du principe que c'est pas toujours une telle décorrélation entre le fantasme et sa réalisation, mais que dans l'ensemble, à l'épreuve de plusieurs fois où on fait l'amour avec quelqu'un, ça peut être super, mais on se rend compte que ce qu'on a entre nous, c'est vraiment irremplaçable, parce qu'on sait que tout ça est fragile, qu'on peut se perdre à tout moment, mais je pense qu'on pourrait se perdre aussi dans une relation exclusive. Mais voilà, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Est-ce que vous pensez qu'il y a... à votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? J'aime pas trop ce mot, ça fait un peu recette, mais qu'est-ce qui fait que ça marche en fait? Comment vous pouvez réussir ça? Alors moi, ça me paraît, j'ai l'impression que vous êtes des martiens. Non, j'ai jamais, enfin, ou alors on me l'a jamais dit, c'est possible aussi, mais j'ai jamais rencontré de couple libertin ouvert qui ne soit pas monogame. Du coup, pour moi, c'est très intriguant et j'ai du mal à m'imaginer comment ça peut fonctionner, comment ça peut marcher et durer dans le temps surtout. Parce que moi, clairement, je me dirais, ouais, ça va marcher quelques années, mais après, j'y crois pas sur le long terme. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Tu vois? Ouais, ça c'est Moi, la vraie question. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt la question que je me pose, c'est comment font les couples monogames c'est un durer. changement de paradigme terrible. Ouais. À partir du moment où vous épousez la conviction que la construction monogame du couple est une construction sociétale tournée vers la reproduction. Je veux pas faire de philo ni de sociologie, mais que tout ça est une pure construction sociétale, et que finalement ça prend pas en compte des désirs, ça ne prend pas nécessairement toujours en compte les désirs de l'humain, l'appel à la découverte d'autres sexualités, d'autres personnes. Moi, c'est plutôt la monogamie qui aujourd'hui me questionne. Comment font les gens pour vivre avec la certitude que c'est la bonne chose, que c'est le bon modèle. Ces gens, ils doutent nécessairement. Est-ce qu'ils expriment leurs doutes auprès de leur partenaire? C'est quoi leur niveau de frustration amoureuse, sexuelle, romantique? Ça reste maintenant pour moi un grand mystère. Et donc, non, mais je ne te regarde pas comme de la même façon que tu me regardes, mais je me pose vraiment cette question. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, mais le poison est dans la pomme, quoi. Le verre. Le verre est dans la pomme. Non, mais c'est une vraie question. C'est des vraies questions qu'on a, vraiment, vraiment. Et pour autant, on ne veut pas être prosélyte, convertir les gens et dire c'est la pierre philosophale, c'est la recette miracle. Mais il existe peut-être d'autres façons de vivre le couple. En fait, ta question, elle est hyper juste. Sur les premières années, la recette, je dirais, il y a 2 ingrédients, c'est le dialogue et la bienveillance. On en parle tout le temps, on n'a pas de tabou, on peut vraiment se dire ce qui nous traverse, etc. Et il n'y a pas trop de... Et le corollaire, c'est l'absence de jugement et le fait qu'on n'a pas envie de se faire du mal avec ça. C'est pas l'objectif de ouvrir le couple, c'est pas pour qu'il
qui soit jaloux, qui souffre. Je lui dis pas, je lui communique. On essaye de se communiquer que les choses qui peuvent être excitantes l'un pour l'autre, mais pas déstabilisantes. Je sais pas, s'il va pas appuyer sur mes fragilités en me disant la meuf que je vois en ce moment, elle a tout ce que t'as pas, ou elle est ce que t'es. Enfin, on va vraiment sélectionner les infos pour pas se blesser. Donc voilà, la bienveillance et le dialogue. Ça, c'est pour les premières années. Et après, sur la durée, c'est comment, en se laissant coucher avec d'autres personnes, il y a des histoires d'amour qui naissent et comment on n'a pas envie de basculer pour la nouvelle histoire d'amour. Et ça, je dirais que c'est parce que on sait que si on se quitte pour quelqu'un d'autre, bah, on aura peut-être de merveilleuses premières années. Et après, ça sera un couple qu'il faudra faire marcher avec. Et nous, l'épreuve fait que le quotidien, enfin, c'est merveilleux entre nous. Donc, pourquoi lâcher la proie pour l'ombre alors qu'on peut avoir cette sexualité hyper épanouie dans notre couple? Ok. Moi, je pense que vous avez inventé votre mode de fonctionnement. Ouais, vous avez inventé votre relation, votre couple, entre vous, avec les autres. Et j'imagine que tous les couples font ça, en fait. C'est-à-dire que il y a des couples aussi qui fonctionnent en accord tacite de on se trompe, mais on se dit pas. Qui se disent pas tacitement on se trompe, mais on se le dit pas. Donc j'imagine qu'il y a plein de modèles différents. Et tant mieux. Mais je me rends pas compte, en fait, s'il y a beaucoup de couples libertins. Est-ce qu'on a des statistiques? Beaucoup plus que tu ne le penses. Non, en tout cas, il y a, je pense, de plus en plus de couples qui se posent la question, peut-être pas tant du libertinage, mais de ce modèle de du couple ouvert, du polyamour. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même des questionnements qui traversent tous les couples, beaucoup de couples, mais qui sont plutôt modernes. En tout cas, le fait d'en parler, pas le fait de le faire, mais peut-être le fait d'en parler, ou alors c'est que la parole aujourd'hui elle est mieux distribuée, que c'est plus simple. Mais et des couples libertins, il y en a, ouais. En tout cas, des couples libertins dans notre tranche d'âge, il y en a plein, ouais, beaucoup. Et cette image qu'on a des libertins, qui était un peu celle qu'on avait au début, des couples âgés qui viennent raviver la flamme, en fait, c'est une idée qui existe, hein, mais il y a tous les profils de libertins. Okay. Mais je ne saurais pas dire combien, dans nos amis, on est les seuls, par exemple. Hors libertinage. Ok. Et est-ce que dans un monde idéal pour vous, tout le monde est libertin? Moi, j'ai toujours, comme ça a été pour nous, une expérience si joyeuse, grisante, épanouissante à tout niveau. J'ai ce côté beaucoup plus prosélyte que M. Et à mes copines qui sont pas les plus jalouses, j'ai envie de dire, mais essayez, c'est trop bien, vous allez voir. Surtout celles qui sont dans des relations bienveillantes. Tu leur dis? Oui. Mais en même temps, j'adhère à ce que tu viens de dire. Chacun sa formule et personne d'autre que soi ne sait ce qui marche, ce qu'il est prêt à tolérer, ce qui marche pour lui et ce qu'on est prêt à accepter. Et par exemple, j'ai une question hyper intime. Si vous voulez pas y répondre, vous me dites. Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? Et est-ce que ça vous semble compatible avec... On y réfléchit beaucoup. Intuitivement, je trouve que c'est vrai que c'est pas hyper soluble dans notre mode de vie actuel. Mais on a rencontré plein de... On n'est pas du tout obligé de faire des enfants. Bien sûr. Non, mais nous, les questions qui nous font... on n'a pas d'enfants, pas parce qu'on est libertin, mais c'est d'autres questions qui nous empêchent d'avoir des enfants. Mais parfois, je me dis que actuellement, avec ce qu'on vit, nos amants, amantes, c'est pas idéal comme moment. Et que, ah oui, moi j'ai dit une chose, c'est quand je serai enceinte, on repasse en exclusivité. Les premiers mois et enceinte, c'est sûr, il va voir personne. Il lève même pas les yeux sur une autre. Tu ne te retournes pas dans la rue. Non, je ne me retournerai pas dans la rue. Et je suivrai ça à la lettre. Mais on a plein de couples libertins qui avaient des enfants en bas âge, d'amis, et ça fonctionnait hyper bien. Ils mettaient les enfants en garde et puis... En garde. Ok, en garde. En garde à vue.
Vraiment, je suis hyper heureuse d'avoir eu cet échange avec vous. Merci de m'avoir fait confiance. J'espère que ça va éclairer les auditeurs et les auditrices de Crush sur des nouveaux possibles et des nouveaux chemins à emprunter. Est-ce que pour conclure, ça vous dirait que chacun à votre tour, vous énonciez un message à l'intention de l'autre? Ça nous irait, c'est très très dur. C'est dur. Mhm. C'est pas forcément un grand discours. T'en as en tête. Non, moi c'est n'oublie jamais combien c'est génial entre nous. Ok, très bien. Et moi je te dirais, tout va bien se passer. Ça vous va? Franchement, c'est... Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the